m'entend bien? Oui. Tout d'abord, bienvenue et merci à vous d'être parmi nous pour la 33e édition du Festival du premier roman et des littératures contemporaines à Laval, au 40, qui nous accueille dans son superbe auditorium. Maxime et moi, on est ravis d'être avec vous en ce jour de fête de la librairie indépendante et on tenait à remercier chaleureusement les membres de l'association Lecture en Tête à l'origine du festival, et avec une pensée toute particulière pour Alexia Lemoine et Anne-Sophie Denou, qui nous ont proposé d'animer cette rencontre. Un grand merci également à Cécile Charona, responsable de la formation libraire à Luco Laval, et qui a permis de faire le lien entre notre formation en librairie et l'association, le festival Lecture en Tête, premier roman. Cette rencontre a été préparée avec Lucie, présente parmi vous dans la salle. On a discuté, on a débattu après la lecture des 3 romans dont on va parler juste après. C'était de super moments. Un grand merci à toi. On sera ensemble jusqu'à midi pour ce premier café littéraire du festival sur la thématique des portraits de famille. Avec nous ce matin 2 primo-romancières, Lolita Sen et Eve Guerra, et un primo-romancier, Gurvan Kristanadjaya. Merci à vous 3 d'être là. Je laisse la parole à Maxime pour les présentations. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter ce tour de table en commençant par vous présenter vous, Gurvan, journaliste à Libération et auteur du roman autobiographique Amok mon père aux éditions Philippe Ray. Votre narrateur explore avec humour et tendresse sa quête d'un père indonésien disparu. Son récit, entre Bretagne et Jakarta, interroge les silences familiaux et la construction d'identités métisses. À vos côtés, nous trouvons Eve Guerra, professeur de grec ancien, latin et de français, qui, avec Rapatriement aux éditions Grasset, primé Goncourt du premier roman du 24, nous plonge dans les secrets d'une famille franco-congolaise à travers le voyage d'Annabella, contrainte de rapatrier le corps de son père, décédé dans des situations troubles. Un texte allant sur les héritages coloniaux et la complexité des liens père-fille. Et pour finir, Lolita, qui, en parallèle de son activité de vigneronne, qui nous dévoile dans son livre Un été chez Gida aux éditions Cherche Midi, l'histoire d'Esther, originaire de Kabylie, au cœur d'un secret familial, l'inceste. Son roman, salué pour sa prose sobre et puissante, donne voix aux victimes de violences patriarcales. Vous l'avez compris, 3 auteurs, 3 autrices, 3 pays, 3 quêtes identitaires, mais une même obsession, réparer les fractures intimes et familiales pour se réinventer. Alors Maxime l'a dit, c'est le sujet de ce café littéraire. Vos 3 romans abordent le sujet de la famille. On parle de sujets particulièrement forts ici, de fractures familiales pour vous 3, abandon, décès, inceste, leurs conséquences sur leurs personnages. Pourquoi vous avez choisi ces sujets pour un premier roman et en quoi la famille constitue un matériau d'écriture? Eve, peut-être, si vous voulez commencer. Avec grand plaisir. En réalité, moi, je suis, vous avez vu, je suis professeure de français et donc j'ai fait des études de lettres. Et pendant très longtemps, à l'université, on nous a dit que la littérature, c'était la littérature qui parlait de la société, avec cet héritage un peu du 19e siècle, les grands romans qui sont des peintures sociales, etc. Et donc pendant très longtemps, je me suis interdit de... J'écrivais des petits poèmes dans mon coin, mais je me suis jamais dit, bon, bah, je vais en faire un roman, etc. Et véritablement, le seul projet littéraire que j'avais, c'était celui d'un roman historique, qui finalement est un roman que je n'ai pas fini. Et je ne l'ai pas fini parce qu'il n'était pas incarné. Et il n'était pas incarné parce que je ne comprenais pas les personnages et je ne savais pas de quoi il en retournait, je ne comprenais pas les enjeux. Je voulais parler dans mon premier roman de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Or, je n'avais pas compris ce qu'était cette guerre. Et comme je n'avais pas compris ce que c'était cette guerre et ce qui était arrivé au pays et à la famille, à ma famille en tout cas, à titre... comment on a été complètement dispersé et détruit par cette guerre, j'étais incapable d'écrire ce livre. Donc je n'ai jamais pu l'écrire, je n'ai jamais fini. Et l'écriture du premier roman, de Rapatriement, m'est tombée dessus
c'est-à-dire que je ne voulais pas écrire le livre, et puis je me suis retrouvée hospitalisée pour des raisons de santé. J'avais ce qu'on appelle une mélancolie profonde, hein, quand on a un deuil et qu'on n'arrive pas à réparer ce deuil. Et donc, ma meilleure amie m'avait ramené des petits carnets, des petits carnets, et donc j'écrivais des petits... Et le premier texte qui est sorti, c'est « Je ne fleuris pas la tombe de mon père ». Et je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'avais tout fait pour rapatrier le corps de mon père, quand vents et marées, je n'arrivais pas à retourner sur sa tombe. C'était vraiment un paradoxe, et j'ai écrit ce livre pour comprendre. Et c'était d'abord un objet intime. Il y avait vraiment... Le livre était pour moi une manière d'éclaircir ce qu'a été ce deuil et pourquoi je n'arrivais pas à m'en remettre. Avant d'être un livre pour les autres, c'était d'abord un livre pour moi. Et donc j'écris pour comprendre. Et je ne pouvais pas comprendre ce qui m'était arrivé si je ne m'étais pas à distance. Et donc Annabella, j'ai choisi de ne pas l'appeler Ève, mais de l'appeler Annabella parce qu'elle devient un personnage pour moi. J'analyse sa vie, j'analyse son enfance, j'essaie de comprendre qui a été son père. Et peut-être qu'Annabella aussi est empreinte de toute la littérature que j'ai pu lire, parce que le père d'Annabella n'est pas simplement mon père, c'est peut-être aussi, il y a un peu dans la folie du père, la folie des personnages de Conrad qui s'enfoncent au fin fond de l'Afrique, qui poursuivent un idéal cupide, qui les rend complètement fous. Donc je tiens vraiment à cette idée que Annabella et son père sont des personnages, même s'il y a un substrat autobiographique. Merci. Gurvan ? Je partage un peu ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'ai d'abord écrit pour moi, en fait. En fait, pour moi, écrire, ça a été une manière de clore un chapitre de ma vie. J'ai été toute mon enfance en quête de père et la vie de jeune adulte. Mon père qui est parti quand j'étais jeune enfant en Indonésie et que j'ai fantasmé et que j'ai retrouvé à l'âge adulte. Et malgré ces retrouvailles, j'étais tourmenté. J'ai commencé, en fait, comme je suis journaliste, puisque je suis journaliste, j'écris. Et donc, naturellement, j'écris aussi à la maison, mais parfois j'écris des choses juste pour moi. Et le but premier est effectivement, moi aussi, juste d'écrire, pour en tout cas penser des plaies. Et puis, je l'ai fait lire à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis ça a plu et on a décidé de le publier, mais la démarche, elle a été avant tout très personnelle, en fait. Et puis, en fait, elle est devenue... Après, je me suis mis à écrire pour transmettre. J'avais envie d'écrire un récit sur une famille, parce qu'en fait, on a tendance à voir des schémas de famille ou à lire des schémas de famille dans la culture, dans les médias, etc., qui sont tout le temps les mêmes. On ne parle pas beaucoup des familles métissées, on ne parle pas beaucoup des familles désunies, on parle pas... Voilà. Moi, j'avais envie d'écrire aussi pour que peut-être que l'enfant que j'étais, ou l'ado que j'étais, ou le jeune adulte que j'étais, trouve ce livre et se reconnaisse, et que ça puisse aussi un petit peu, je dirais peut-être soigner ses plaies, peut-être, je sais pas, en tout cas que ça puisse lui apporter une réflexion. Et c'est pour ça qu'à la différence de toi, moi j'ai choisi de le faire en mon nom, parce que c'était un peu une mise à nu personnelle, et dans le journalisme, en fait, on a tendance à s'effacer pour laisser le sujet parler. Et là, pour la première fois, je parlais moi en mon nom, donc j'avais aussi besoin de m'approprier cette voix-là. Lolita, on vous voit acquiescer à tout ça, ça fait écho en vous ? Oui, surtout dans notre beau pays qui est la France et qui est une démocratie. C'est vrai que le métissage doit être évoqué. C'est très important, je pense, pour le futur. En tout cas, moi, on était chez Gida, donc premier roman, mais j'avais déjà été publiée chez Robert Laffont en 2015 avec un récit, C'est Point. Et à l'époque, c'est vrai que la frontière entre le récit et le roman était très... voilà, c'était imperméable au total. Et donc, je reviens avec un premier roman. Mais en fait, la genèse du livre est là depuis 2015. J'avais présenté une première mouture à mon éditrice. Et à l'époque, je pense que j'étais extrêmement encore dans un brouillard et j'avais extrêmement de mal à poser des mots, notamment le mot inceste, sur ce qui m'était arrivé, malgré les plaintes que j'avais déposées, malgré tout le contour juridique qui était déjà présent en 2015 dans ma vie. J'avais encore du mal à poser ce mot.
Et je pense que voilà, j'ai mis du temps à l'écrire. Je me suis retrouvée un petit peu bloquée en fait dans mon écriture ensuite. J'écrivais des choses, mais toujours un petit peu à l'extérieur de moi-même, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Et la naissance de mon fils, finalement, a été un événement extrêmement déclencheur, un peu comme une bombe atomique sur mon enfance, en tout cas sur l'éclairage de mon enfance. Et j'ai écrit Un été chez Gida, donc à la suite de sa naissance. Voilà, une publication. On voulait vous demander aussi, concernant la famille, votre définition personnelle, même si elle a déjà été un peu évoquée. Je me retourne vers vous, Ève, encore une fois. Vous avez peut-être une étymologie à proposer ou peut-être... Non, je ne vais pas proposer d'étymologie, mais moi, alors je suis croyante. Donc, pour moi, la famille, c'est très important. Je viens d'une double culture. Qui sont où la famille, on ne peut pas trop en sortir. C'est-à-dire que ce soit au Congo ou même en Italie, la famille, on est tous ensemble, on est tous les uns sur les autres. On s'appelle tout le temps. C'est très fusionnel, parfois étouffant. Bon, bref, c'est la famille. Mais, je crois que c'est pas parce que... Alors, c'est assez paradoxal parce qu'à chaque fois... même si je suis enseignante, donc je suis croyante et ça conditionne un peu ma vision de la famille parce que je suis censée transmettre des valeurs en tant qu'enseignante, mais aussi je suis moi-même habitée par des traditions dont j'essaie de me défaire. Moi, il y a un truc que je supporte pas dans mes deux familles, c'est que quand on a des repas de famille, toutes les filles se lèvent en cadence pour débarrasser la table et les garçons restent assis. Et chaque fois, je proteste et je reste assise aussi pour protester. Mais pour moi, la famille, c'est le lieu de la sécurité et en même temps, comme on est tous protégés, c'est un lieu où on découvre à nu. En fait, parfois on connaît nos parents mieux que certains membres de leur famille ne les connaissent. Et moi, je sais qu'à la mort de mon père, j'avais du mal à... Je me souviens que mon oncle m'avait posé une question, il m'avait dit « Alors, c'était comment Noël ?» Et j'osais pas dire à mon oncle que mon père était à moitié fou. Et c'est paradoxal parce que quand on aime ses parents, quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ça. Et c'est plus tard, en grandissant, qu'on se rend compte qu'on a eu des parents complètement marginaux, complètement atypiques, complètement... Mais en même temps qu'on aimait sincèrement. Moi, j'aimais sincèrement mon père, même si c'était un homme profondément contestable, misogyne, violent. Et pourtant, je continue toujours à le défendre dans toutes les situations. Donc... je pense que c'est une solidarité, la famille. C'est une solidarité, c'est-à-dire que... Et on s'en rend compte quand les gens meurent, c'est-à-dire que vous êtes la première personne contactée et vous devez vous occuper de ce corps. Et en même temps, même si vous décidez de ne pas vous en occuper, ça va vous habiter. Parce qu'il y a un lien qui est si fort que vous devez forcément régler ce problème, si je puis dire. Et pour moi, c'est ça, c'est une solidarité forte dont on ne se défait pas, même si on pense s'affranchir de sa famille. En fait, la famille nous poursuit et on est lié à sa famille pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. C'est un mariage dont on ne peut pas divorcer, en fait. Le mariage, la relation avec les parents, on ne peut pas divorcer de ses parents et on garde ses parents pendant très longtemps. Alors bien sûr, on peut s'éloigner, on peut aller vivre dans d'autres pays, mais ce sont des figures qui nous habitent pour toujours, oui, et qui restent toujours dans nos cœurs. Je me souviens j'avais retrouvé des cassettes vidéo de mon enfance, et comme je les avais trimballées de déménagement en déménagement, il n'y avait plus d'image, il y avait le son. Et rien qu'avec le son, je retrouvais la voix de mon père et de ma mère. Et c'est ce qui m'a fait écrire une phrase dans le livre. On n'oublie jamais la voix d'un père, c'est un bruit perpétuellement cousu au cœur. Il y a cette idée que c'est comme si en fait les voix des parents, en fait, elles disparaissent au moment où on meurt soi. C'est une voix qui va toujours nous habiter, même si on ne leur parle pas pendant... J'avais pas entendu la voix de mon père depuis 10 ans et je la reconnaissais. C'était assez fou.
Mais c'était pas la question qu'on m'avait posée. Je sais plus. Pardon, excusez-moi. C'est parfait, c'est parfait. Lolita, peut-être? Alors pour moi, la famille, je pense comme à peu près tout à chacun, a un côté très fort, très beau et à la fois douloureux. Et j'ai l'impression de naviguer comme ça entre ces deux rives. La famille, pour moi, c'est un moyen d'écrire aussi. C'est une grande inspiration. Et il y a Fleur Jaegui, qui est une auteure italienne, enfin suisse-italienne, qui donnait la voix à son frère dans un livre, et le frère disait « On a un espion à table » en parlant d'elle, futur auteur. Et c'est vrai qu'il y a parfois cette sensation que j'ai un petit peu quand j'écris, même quand je n'écris pas forcément sur ma famille, mais que je pioche des idées qu'ils ont eues, des manières de se comporter, des manières de se tenir à table ou des choses comme ça, et que je vais les transposer dans un personnage. J'ai l'impression d'avoir été un peu espion à table toute mon enfance. Voilà. Et la famille aussi, pour moi, il y a ce côté... elle se déplace et elle est toujours mouvante. Et la famille que j'avais quand j'étais enfant n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. N'est pas du tout la même qu'à 20 ans non plus. À 20 ans, je m'étais formé ma famille avec mes amis et j'avais plus d'autres familles que celle-ci. Et aujourd'hui, la famille s'est totalement déplacée et le centre de la famille, voilà, peut se déplacer de cette manière-là au fil des années. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera dans 30 ans. Gervan? Moi, je suis très attaché à l'idée de faire famille. C'est un mot qui me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est actif, en fait. En fait, pour moi, être une famille, c'est faire le choix de cette famille. Et en fait, j'ai depuis l'enfance cette volonté envers et contre tout de loyauté envers les membres de ma famille, etc. Et moi, je suis... j'étais entre la Bretagne et l'Indonésie, j'essayais de concilier les deux et comme si ça pouvait être dans mon esprit une entité, une seule et même entité. Et j'ai été longtemps habité par cette idée-là de rassembler les deux bouts et de les tenir avec des deux extrémités pour qu'on fasse un ensemble. En fait, j'ai compris avec le temps après que être une famille, c'était aussi quelque chose d'actif, c'est-à-dire que c'est pas juste un nom, ou c'est aussi quelque chose qu'on choisit. On choisit d'aller rencontrer son père et de l'accepter ou pas, de lui parler ou pas. Après, on ne choisit pas forcément de l'aimer. Enfin, en tout cas, moi, mon père, il m'a fait souffrir énormément, mais je l'aime aussi très fort. Et c'est ça le grand paradoxe. Mais par contre, on a des choix en nous. C'est très paradoxal. J'ai le choix de l'aimer et de plus lui parler, de le détester. Voilà. C'est des choses qui sont ambivalentes et qui existent en moi. Et pour moi, la famille est le lieu de ces ambivalences-là, parce que, en fait, dans la famille, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs. Quand on est, disons, quand on grandit, quand on devient adulte, on vit dans des entre-soi avec des personnes qui font le même métier, avec des personnes qui ont les mêmes goûts, etc. Dans la famille, c'est peut-être le seul lieu où on se retrouve parfois autour d'un dîner et on n'est pas d'accord avec la personne en face de nous. Donc c'est un lieu qui est aussi important, je pense, pour l'empathie, pour découvrir l'autre et pour se mettre à la place de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Bah, merci beaucoup pour ces belles définitions. Et j'aurais voulu revenir sur ce que vous évoquiez, le paradoxe de la famille. Vous l'avez bien dit, c'est un lieu d'échange, de construction, où on se sent... c'est un lieu de développement, de construction de soi. Mais en même temps, c'est également le lieu de la blessure, du mensonge, et parfois aussi de l'omerta. J'aurais voulu, si vous avez peut-être une réponse, qu'est-ce qui, selon vous, rend possible ce retournement de valeur et en quoi, justement, la famille est-elle... Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais juste revenir, du coup, sur le paradoxe. Si, pour vous, la famille, c'est ce lieu de protection, d'épanouissement, on peut également y voir un lieu de silence, de secret et d'omerta. J'aurais voulu avoir votre vision, si vous avez La famille, il a très bien dit, c'est une micro-société. Et ce sont des gens en fait, on est obligé, enfin c'est pas qu'on est obligé, mais on fréquente inévitablement les membres de sa famille. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'il a dit, c'est le lieu de l'empathie. Moi, je pense que
si j'avais rencontré mon père dans la rue, je ne l'aurais pas, même dans un repas, je ne serais pas allée vers lui, puisqu'il était tellement autoritaire, tellement misogyne. Mais maintenant, je me rends compte qu'en ayant eu un père comme ça, je suis capable de comprendre des points de vue qui sont très éloignés du mien. Et donc c'est le lieu de la contradiction, c'est le lieu de l'opposition, même au niveau des opinions politiques, hein, ou de la croyance. Moi, dans ma famille, ils sont complètement athées, mais ils sont athées, enfin, la génération qui est au-dessus est athée, mais parce qu'en fait la génération d'avant était très croyante, et donc ils sont devenus athées par aversion. Et moi, quand je dis que je vais à la messe, enfin, je passe vraiment pour une bigote. Mon oncle ne comprend pas, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que lui, il était obligé d'aller à la messe. Donc, je pense que c'est vraiment le lieu d'une expérience qu'on ne peut pas avoir. Enfin, je crois que pour moi, c'est vraiment une micro-société qui nous confronte à des individus qu'on ne pourrait pas rencontrer, qu'on ne voudrait pas rencontrer peut-être aussi. Et en même temps, ce sont des miroirs de nous-mêmes aussi, hein, les membres de notre famille. En réalité, on les fuit parce qu'en fait, ils nous montrent trop des parts de nous-mêmes. Ce sont des parties de notre âme et de notre ADN. On a les mêmes habitudes, les mêmes aversions, et même par opposition, on est des miroirs déformants les uns des autres. Hein. J'aurais voulu revenir rapidement sur un point que vous avez évoqué, Gurvan. Dans votre livre, votre narrateur et son frère Joseph ont été bercés par des histoires, on pourrait presque dire des fables, finalement, en tenant compte du sens polysémique du mot, avec tout ce qui contient d'affibulation, et même de mensonges et de fantasmes. Dans quelle mesure pensez-vous que cette donnée a influencé sur vos personnages ? Quelle donnée, pardon ? Que les fables ont influencé mon personnage ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est quand on grandit et qu'on vit dans un schéma familial qui est pas tout à fait équilibré, où aussi on est en recherche de soi assez rapidement, ce qui est assez étrange pour un enfant de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans de se mettre en recherche de soi, parce qu'en fait, moi, on m'a très vite renvoyé à ma différence, parce que ma mère est blonde aux yeux bleus, et ma famille, du côté de ma mère, ils sont tous blonds ou châtains, mais ils ne sont pas métis asiatiques. Et en fait, j'étais l'adopté, donc on m'a toujours renvoyé à cette différence, et pour expliquer cette différence, comme je restais un enfant, je m'accrochais à des imaginaires. Et en fait, cette différence, moi, elle était incarnée par un père qui s'était enfui, qui était parti, et qui était dans un silence absolu, si ce n'est une carte par an à Noël, avec marqué « Bonjour, comment ça va ? Moi, ça va ». Voilà, toujours la même, chaque année. Et donc, en plus, ma différence, elle venait d'une forme de silence. Et en fait, je restais un enfant malgré tout, donc l'imaginaire prend le relais. Moi, j'ai vraiment pensé qu'il était... espion, qu'il travaillait dans les services secrets. En plus, l'Indonésie, c'est un pays, enfin, je veux dire, on le connaît assez peu. À l'époque, il n'y avait pas les vols tous les jours, hein, faciles, low cost pour aller là-bas. Les seules choses que j'avais, moi, c'était Thalassa, quoi. Donc, on me mettait devant Thalassa, on me disait, et je voyais les Papous de Nouvelle-Guinée, on me disait, c'est ça, ton pays, en fait. Et donc, j'ai nourri des imaginaires qui, je pense, dans une certaine mesure, m'ont protégé aussi de la difficulté de la réalité, qui était que juste mon père m'avait abandonné, enfin nous avait abandonné avec mon frère, qui était quelque chose qui est très difficile à affronter pour un enfant. Pour un adulte, c'est plus simple, je pense, après coup, de relire l'histoire et dire oui, j'ai été abandonné, et c'est important de le faire aussi, mais pour un enfant, c'est très violent, parce que quand on est enfant, on pense que l'amour d'un parent est absolu, et l'abandon, en fait, c'est une forme de désamour. Et ça, en tant qu'enfant, je ne pouvais pas l'entendre. Donc, je me suis nourri de fables et de contes qu'on me narrait dans ma famille, que ma grand-mère me disait, que j'ai créé un personnage qui était un père idéalisé pour survivre, en fait. Au moins d'un point de vue psychique, quoi, pour m'accrocher à quelque chose
et un schéma familial que je voyais chez d'autres, avec un couple marié, une osmose qui me faisait vraiment envie et dont je ressentais le besoin. Merci beaucoup. Ça me permet du coup d'enchaîner sur ce côté fiction que vous avez pu, en termes de protection que vous avez pu évoquer. Sachant que vos 3 romans sont d'origine autobiographique, j'aurais voulu avoir votre avis sur le rôle que justement joue la fiction dans ce côté l'usage de la fiction dans la construction du parcours personnel. Pour moi, c'est vraiment le berceau de la littérature, c'est-à-dire qu'il se passe des choses et puis quand on écrit ensuite, on a l'impression d'en découvrir d'autres. C'est cette beauté-là de pouvoir passer à la fiction parce qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel, un peu au-dessus, qui vient prendre ou nous éclairer ou nous redonner des passages. Et donc, écrire de manière factuelle ce qui s'est passé à l'âge de 7 ans est totalement impossible. Il faut laisser son corps parler, être plus organique finalement. Et laisser faire les choses et avoir des souvenirs qui remontent, ou alors même pas des souvenirs, mais des choses qui sont ancrées. Et donc le passage à la littérature permet ça, permet aussi de ne pas se sentir serré dans un étau de vérité, et se dire si j'ai pas toute la trame temporelle ou toute la trame avec ceux qui ont vécu la même chose, ne pas être dans la factuelle totale permet en fait l'écriture. Autrement, j'aurais eu l'impression, je pense, d'être enfermé dans une obligation de vérité totale sur tous les détails. Et puis surtout, je pense que la mémoire est un terrain très aléatoire. Moi, en allant voir ma famille et en leur posant des questions, en faisant ensuite mon enquête pour avoir un peu plus de détails sur le passé et même sur les années 60 en Algérie et tout, je me suis rendu compte que chacun avait sa mémoire en fait, et personne n'était d'accord sur l'arrivée dans les camps, sur le nombre de balles dans les bras, sur le FLN, à quel moment ils sont arrivés, tout était un peu dans un brouillard. Donc la littérature permet pour moi ce côté organique de pouvoir raconter les choses qui est par mon sentiment et mon prisme aussi. Moi, je suis intimement convaincue que dès qu'il y a un travail d'écriture, il y a transposition. D'ailleurs, même c'est l'étymologie de métaphore. Métaphora, c'est l'idée d'un transport. Et donc, dès l'instant où il y a ce travail-là, il y a interprétation. Il n'y a plus, la réalité n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que je pense que l'autobiographie n'est pas vraiment l'autobiographie au sens où l'on entend, c'est une construction du souvenir. Donc, et d'ailleurs, il faut le voir, parce que généralement, quand on regarde un peu, sans aller dans les grands débats de l'histoire littéraire, mais même très récemment, il y a souvent des problèmes avec des membres des familles des auteurs qui ne se reconnaissent pas dans les livres. Et oui, tout à fait, ils ne se reconnaissent pas, parce que ce ne sont pas eux, ce sont des personnages. Et c'est une interprétation du monde, c'est une vision du monde. Dès l'instant où on construit une scène, on met en scène des personnages, on colle des adjectifs, on décide de mettre en avant plus certaines sensations que d'autres, il y a une construction. Donc il y a une création. Donc en fait, on n'est plus dans la vie. Si on demande à l'un des trois de redécrire cette scène que nous sommes en train de vivre, chacun aura un point de vue différent. Et ce sera la marque de l'auteur, de celui qui écrit. Ce sera la marque de celui qui écrit. Et donc moi, je défends l'idée que l'autobiographie n'existe pas. D'accord ? Je défends cette idée-là. Je pense que le terme de récit, sauf si bien sûr, en fait, le récit pourrait exister s'il n'y a pas de volonté d'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de construction, de phrases, etc. Si on dit de manière purement factuelle, à la manière d'un documentaire, le lundi 12 février 1989, il s'est passé ceci, cela, et de manière factuelle, un peu comme un historien, on documente les faits, là oui c'est un récit.
Mais dès l'instant où on met en scène des scènes, qu'on sort du contexte, qu'on décide de mettre en avant certains personnages de la famille plus que d'autres, c'est une construction romanesque et ce n'est pas un récit. Voilà, c'est mon point de vue. Et donc, de ce fait, moi, je crois que l'autobiographie n'existe pas. Je crois que l'autobiographie n'existe pas. Et d'ailleurs, même l'un des plus grands romans de la littérature, alors, on ne le voit pas comme une autobiographie parce que le personnage s'est effacé de l'histoire. Il a effacé son nom. Et on le voit apparaître à l'avant-dernier tome, entouré d'énormément de conditionnels. Si j'avais été Marcel, elle m'aurait, etc., etc. C'est la recherche du temps perdu. Et pourtant, il viendra à l'idée de personne de dire que c'est une autobiographie, ou même que c'est inspiré de faits autobiographiques. C'est un roman, véritablement. C'est une peinture sociale, c'est une peinture d'un monde qui décline, l'aristocratie déclinante et la bourgeoisie émergente. C'est une peinture de la vocation littéraire, parce qu'il va décrire un schéma de vocation selon le schéma augustinien de la vie sans l'art et la vie avec l'art, le temps perdu où on s'égare dans les amours, et puis le temps retrouvé qui est le dernier tome où on écrit. Donc personne ne dit que La recherche du temps perdu est une autobiographie. Mais oui, parce que ce n'est pas une autobiographie, il y a une construction romanesque. Il y a des images, il y a un point de vue qui est défendu. Et donc non, moi je n'ai pas écrit une autobiographie, voilà. Pour moi, c'était aussi une forme de protection. J'avais envie de... C'est marrant parce que quand je fais des rencontres, et même avec des proches, quand ils ont lu l'histoire, ils me disent... mais ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ils essayent toujours de savoir, de filouter pour avoir des infos. Et en fait, j'aime bien l'idée que je suis le seul garant de ma propre histoire. Je connais le récit. Et en fait, je me suis... la particularité de mon histoire, c'est qu'elle ne m'appartient pas parce qu'elle a toujours été racontée par quelqu'un d'autre. Mon père a créé beaucoup de mensonges et du coup, je ne l'ai jamais eu entre mes mains. Je n'ai jamais pu la raconter comme je voulais. Et en fait, c'est la première fois que je le faisais. Et donc, c'était aussi un souhait pour moi d'être le seul garant de cette histoire-là, de dire voilà comment je raconte l'histoire. Personne ne sait si ça c'est vrai ou pas, si ça s'est vraiment passé, si c'est de la fiction ou pas. Voilà, ça m'appartient. Gervan, vous avez parlé tout à l'heure de la question du métissage, si vous voulez bien qu'on revienne un tout petit peu dessus. Selon vous, est-ce que justement cette notion d'héritage pluriel, divers, c'est un moteur supplémentaire de la quête identitaire de vos personnages et puis peut-être finalement de vous-même aussi, puisque là ça a été pas mal évoqué sur la notion d'autobiographie. Lolita ? Alors, personnellement, dans ma jeunesse, ça a été un gros point d'interrogation, cette histoire de métissage, parce que ma mère est kabyle, elle avait des relents un peu racistes envers les Arabes. Mon père est français. Bon, et puis, moi, quand j'étais enfant, j'ai les cheveux bouclés. Je me faisais traiter d'arabe à l'école. Bon, voilà. Et j'avais vraiment ce truc où je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Parce que pour moi, on me traitait d'algérienne, d'arabe. Bon, alors que je ne me sentais ni de culture... de culture propre, notamment française ou arabe, il n'y avait pas ou même kabyle. Et je naviguais un peu comme ça, comme un enfant qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Je pense que en fait, le silence qui a eu lieu après la guerre d'Algérie a amené en fait à toutes ces problématiques-là, toutes ces douleurs et tous ces sous-entendus. Et voilà, il y a vraiment un travail à refaire sur notre France black blanc beurre. Qui est en train de s'étioler et sans m'en rendre compte finalement, c'est vrai que c'est un sujet que je touche dans mon livre, dont je parle, ces années 98, et qui nous manque aujourd'hui et qui finalement est le propre à chacun. On est tous plus ou moins touchés par ça. Je suis personnellement très attaché à la question du métissage parce qu'en fait, pour moi, elle est assez clé de ce qu'on peut traverser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un déni de notre métissage. On a du mal à comprendre qu'en fait,
On a plein de débats sur l'identité nationale, mais en fait, l'identité, elle est d'abord métissée. La France est un des plus grands pays colonisateurs. Ils ont exploité des gens qui sont venus en France pour travailler dans des usines, pour faire la guerre, etc. Les populations se sont mélangées. Les populations, quand ils fuient, ils sont venus en France. Bref, c'est un pays métis. C'est un constat. Et déjà qu'on ne parvienne pas à accepter ce constat, ça pose problème. Et c'est une forme de déni. Mais c'est aussi le déni de l'histoire coloniale, de ce qu'on a fait, etc., dans d'autres pays. Bref, je ne vais pas faire tout l'historique. Mais en fait, à titre personnel, quand un pays est dans le déni de son propre métissage, quand on est un enfant métis, c'est très difficile d'être métis, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance d'un statut et il n'y a pas d'acceptation non plus de ce que c'est. Moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre. D'ailleurs, une question qu'on me posait tout le temps, c'était « tu te sens plutôt indonésien ou tu te sens plutôt français ?» C'est quand même hyper révélateur du fait qu'on n'accepte pas qu'on puisse être et indonésien et français. Moi, ce matin, je me suis levé, j'ai écouté de la musique indonésienne et j'ai mangé des litchis comme je le fais quand je suis en Indonésie. Je me suis senti hyper indonésien. Ici, je suis avec vous, je parle français, voilà, je me sens très français, mais je suis les deux dans la même journée. Et pour moi, c'est très important de parler de ça, parce que je me sens, à bien des égards, je me sens plus proche de certaines personnes qui sont métisses, de certains amis qui sont métisses, que de certains Français ou de certains Indonésiens. C'est presque un statut à part, et c'est presque des personnes qui se reconnaissent entre eux et qui peuvent vivre des choses similaires et se reconnaître. Et en fait, ça fait du bien aussi d'entendre des personnes parler de leur vécu et de parler de la manière dont on vit dans une zone grise, jamais tout à fait d'un pays, jamais tout à fait d'un autre, dont on a toujours à devoir décliner notre identité. Ça, c'est quand même assez particulier. Quand on s'appelle François Dupont, on ne te demande pas d'où tu viens. Moi, je vais à n'importe quel guichet de n'importe quel médecin, on me raconte ses vacances à Bali, donc c'est quand même assez particulier. Et voilà, et donc en fait, ça paraît anodin, mais c'est épuisant en fait d'être toujours pointé du doigt comme étant un étranger. Et en fait, c'est aussi une chance, et c'est ça que je veux dire. C'est que c'est une chance extraordinaire, moi j'en suis super fier, et je ne la rendrai pour rien au monde. Mais il faut aussi qu'on soit capable de célébrer cette chance et de dire aux enfants qui grandissent aujourd'hui, c'est une chance, faites-en quelque chose. Voilà. Eve ? Moi, je me sens d'abord comme un individu, avant de me sentir comme une couleur de peau. Et ça vient peut-être du fait que j'ai grandi dans un environnement cosmopolite. Alors j'ai grandi en Afrique, mais j'étais à l'école dans des lycées français. Donc j'avais toujours autour de moi des gens différents, des gens qui venaient de Corée, d'Allemagne, du Japon, d'Algérie, du Maroc. Ça ne m'a jamais posé de problème et je n'ai jamais considéré... Alors parfois ça me joue des tours parce que comme je n'ai pas conscience de ma couleur de peau, donc je vais comme ça très naturellement vers les gens et puis parfois je me heurte à des murs, mais je me vis d'abord comme un individu et mon premier ancrage, c'est la littérature et je me sens presque vivant dans une communauté avec tous les lecteurs et tous les gens qui aiment la littérature. Moi, je sais que je me souviens, j'étais sur un forum et je discutais avec un jeune Iranien et il me dit « Ah, mais tu lis ce poète ?» Et on a commencé à échanger parce qu'on aimait le même écrivain. Et on est encore amis, on s'envoie encore des lettres pour parler de nos lectures, etc. Donc je me vis plutôt comme un individu que comme une couleur de peau, mais je ne nie pas que parfois peut-être on me renvoie aussi à ma couleur de peau. Et j'ai pas de revendication du métissage parce que c'est pas quelque chose qui me... Peut-être parce que comme j'ai pas grandi dans un contexte français comme les deux autres auteurs, on m'a jamais... En tout cas, jusqu'à mes 18 ans, je n'avais pas l'impression d'avoir une couleur de peau. C'est quand je suis venue en France qu'on m'a dit « Ah, mais tu viens d'où ?» Parce que d'où je venais, tout le monde venait de partout. Donc, il n'y avait pas de problème à être... donc, c'est vrai que c'est des sujets qui ne me concernent pas tant que ça. Quand j'ai eu mon concours, je ne me suis jamais posé la question de
comment je vais faire pour enseigner avec mon corps, ma couleur de peau. J'arrive en classe, je dis voilà, on va travailler sur l'Empire romain, ça va être chouette, on va travailler sur la sculpture grecque, ça va être chouette. Et je me suis jamais posé la question de savoir comment les élèves me voyaient. C'est pas... Et je regarde pas mes élèves en me disant lui il vient d'Algérie, lui il vient de Mayenne ou je sais pas quoi. Je les considère comme des individus et je tiens vraiment à cette idée-là. Mais peut-être c'est une vision très idéaliste, mais voilà. Si on revient un petit peu sur la question du style et de la construction de vos romans, il y a quand même un point commun qui nous a frappé à la lecture de vos 3 romans. C'est que vous abordez vos histoires familiales, mais par le prisme d'une chronologie qui est éclatée, pas du tout linéaire. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui pousse à raconter les choses de cette manière? Parce que c'est le bazar dans nos têtes, peut-être. Moi, j'ai choisi de faire des allers-retours entre l'enfance et la vie d'adulte. Mais en fait, je ne saurais pas l'expliquer. C'est juste... ça s'est fait comme ça, peut-être parce que j'ai des souvenirs très précis de l'enfance qui sont très naïfs et j'ai des interprétations après de l'adulte et je ne voulais pas mélanger les deux, en fait. Je voulais que la naïveté reste en l'état et que après le cheminement de la vie d'adulte arrive et que l'un puisse éclairer l'autre, en fait. C'était mon souhait et puis... je trouve que c'est intéressant, c'est comme une peinture. Si on la fait d'un point A à point B et qu'on raconte tout d'une seule traite, c'est pas très intéressant. J'aime bien la déconstruire, la reconstruire, la faire. Voilà, je trouve ça intéressant. Alors, c'est marrant parce que moi, je voyais pas le côté éclaté, mais maintenant que vous le dites, je vois un petit peu. Je le voyais pas parce que j'ai l'impression d'avoir remis dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au départ, le livre était écrit en commençant par la fin. Et le premier chapitre était le dernier. Bon, et finalement, je commence par l'enfance. Le côté éclaté, je pense que c'est aussi par le fait, en effet, de donner la voix à des femmes et puis de revenir sur ma mère à différents moments de son âge. Mais l'écriture se fait tellement de manière... En tout cas, pour moi, quand j'écris, je suis dans une espèce de tunnel. Et c'est qu'une fois sortie de mon ordinateur que je prends conscience de la forme et que là, mon éditeur va me dire, en fait, peut-être ce chapitre, le mettre là ou des choses comme ça, mais c'est juste une question de plaçage. Mais il y a peut-être cette idée, en effet, de mémoire qui est un petit peu avec des souvenirs qui viennent un peu à droite à gauche et qui forment en fait la linéarité du livre ou la déslinéarité. Oui. Alors la construction un peu éparse a été voulue dans mon cas et il y a beaucoup de choses que j'ai effacées, notamment le prénom de la mère, je l'ai effacé au dernier moment parce que je voulais qu'elle domine par son absence. C'est quelque chose que j'ai volontairement fait. Certains passages ont été enlevés parce qu'en fait, je l'ai construit comme une enquête. Au début du roman, on découvre une jeune femme qui a 23 ans et qui doit rapatrier le corps de son père. On lui demande 20 000 € et on est dans sa tête au moment où elle essaie de trouver les 20 000 € alors qu'elle n'a même pas 2 € sur son compte. Donc, et puis on découvre très rapidement qu'elle n'a pas parlé à son père depuis 2 ans. Et donc le lecteur va se demander, mais pourquoi n'a-t-elle pas parlé à son père depuis 2 ans? Et c'est une enquête en fait. Et je l'ai construit comme une enquête. Et en fait, on se rend compte petit à petit, il y a un dévoilement, parce qu'elle-même ne comprend pas pourquoi elle a tourné le dos à son père. Et donc cette construction éparse, et l'éclaircissement vers la fin, le désordre de la phrase. Moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit... on a du mal à lire le livre parce qu'il y a cet enchâssement entre le récit et le dialogue. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai pris à un écrivain que j'admire, qui est António Lobo Antunes, qui est un auteur portugais qui a fait la guerre de décolonisation en Angola. Et quand j'ai lu ça chez António Lobo Antunes, je me suis dit, mais c'est exactement ça la vie. On parle, et tandis que l'on parle, d'autres choses se passent. Des gens regardent ce qu'on fait, il y a des échanges, etc. Et
Et je trouvais assez superficiel que le roman ne rende pas compte de la densité du réel. C'est-à-dire que dans un roman, on dirait qu'on a la description, il est entré dans la scène, il est entré dans la pièce, blablabla, et puis après, le personnage parle pendant un paragraphe, il ne se passe rien autour, comme si tout était arrêté. Or, ce n'est pas ça la vie. On parle et d'autres choses se passent. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Et à la fin, donc rendre compte de ce désordre intérieur d'Annabella qui est complètement bouleversée par la mort de son père, qui est un cataclysme pour elle. Et donc, comme c'est un cataclysme pour elle, le monde est en désordre. Et j'ai voulu volontairement rendre compte de ce désordre-là. Et vers la fin, la langue s'apaise et devient plus, j'allais dire classique, mais c'est pas le terme, mais plus raisonnable, si je puis dire, parce que justement, elle a trouvé les réponses aux questions qu'elle se posait. Et donc, il y a un apaisement. Donc, la construction a été réfléchie. Elle a été pensée. J'écris d'abord à la main. Et ça me prend du temps d'écrire parce que j'écris d'abord dans mes cahiers, je réécris dans un cahier, puis après je recopie à la fin le texte, j'imprime le texte, je le recopie à la main. Donc c'est pas un hasard, c'est quelque chose que j'ai voulu. Voilà. On a peut-être le temps pour une dernière question avant de vous laisser poser les vôtres. Maxime, tu veux la poser ? J'aurais voulu éventuellement, si on a effectivement le temps, terminer avec un dernier conseil. Eve Guéra, votre narratrice indique ne pas être réparée par la littérature. Je suis perturbé, pardon. Dans ce processus de reconstruction, pensez-vous que le fait d'écrire, c'est déjà d'agir ? Je ne crois pas en l'idée d'une écriture thérapeutique. Je pense que si on a des problèmes de mélancolie, de dépression, il faut aller voir un médecin qui va vous donner des médicaments, ou alors vous faire de la thérapie comportementale, ou alors il faut faire du sport. Mais en tout cas, ce n'est pas la littérature qui va vous aider. Mais je crois qu'en tout cas, la littérature donne des clés d'interprétation du monde et ça permet de devancer une certaine expérience du monde. Et surtout, en écrivant, on peut éclaircir pour soi des choses qui étaient obscures dans son souvenir. Et donc, ce n'est pas une thérapie, mais ce sont des clés d'interprétation du monde. Et quand j'écris, je suis toujours en recherche de quelque chose. J'écris parce qu'en fait, je m'interroge sur quelque chose. Que s'est-il passé ? Pourquoi c'est arrivé ? Là, pour le deuxième, je travaille sur le sujet de la guerre et je suis tombée sur des archives d'un procès pour crime de guerre. Et le procès aboutit à même pas une condamnation de l'État, mais simplement à des dommages et intérêts pour les personnes disparues, etc. Alors qu'on évoquait quand même une tentative de génocide. Et je me dis, mais alors qu'il y a eu même des procédures internationales qui ont été envoyées à La Haye, etc., je me dis, comment ça peut arriver ? Et donc c'est pour ça, quand je me pose cette question-là, que je décide d'écrire. S'il n'y a pas une question majeure qui m'habite, je ne vais pas écrire. Il y a d'autres choses à faire que d'écrire. Et on peut aller se promener, on peut faire du bénévolat. C'est pas moi, je vis pas dans... Franchement, je pense que j'écrirai peut-être pas toute ma vie. C'est pas primordial pour moi. C'est pas la chose la plus importante. Si j'écris, c'est que je me pose une question et que je veux l'éclaircir. Voilà. Merci pour cette belle réponse. Alors, oui. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Alors, sur le système d'écriture, pour moi, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le livre et il n'y a que ça. Je suis totalement pluridisciplinaire. Je peins beaucoup. J'ai un domaine viticole. Je fais de la musique. Je suis tout le temps, en fait, en parallèle avec des grands moments d'immobilité quand je suis prise par quelque chose, peut-être un peu trop prise de tête. Je suis tout le temps en production. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de produire, voire même surproduire, peu importe. Mais, et le premier, pour moi, vecteur, ça sera l'écriture.
peu importe, voilà. Donc après, comme je disais tout à l'heure, il y a des tunnels de production, donc soit par l'écriture, soit par la peinture, soit voilà. Mais en effet, j'ai un peu cette idée de produire, fait réagir. Donc voilà, je suis plus dans cette idée-là. Je rejoins un peu ça, mais en fait, moi, écrire, déjà c'est mon métier au quotidien. Et puis, j'écris aussi comme ça pour moi, donc c'est d'abord un besoin viscéral en fait. Je suis quelqu'un d'assez intérieur, et donc ça me permet aussi de m'exprimer d'une certaine manière. Et puis, je crois que, en tout cas, pour ce livre, écrire, ça a été, pour moi, ça a été clore quelque chose. Voilà, ça a été refermer un chapitre et avancer sur quelque chose d'autre. C'est bizarre, j'avais besoin de cette affirmation-là, parce que je l'ai prise comme ça, de mon histoire, etc., pour clore et pour avancer, pour aller de l'avant. Je dirais pas que c'est thérapeutique. En tout cas, c'est vrai que dans ma famille, par exemple, ça a fait avancer aussi, par exemple, ma mère, qui avait souffert de cette histoire. Et le fait qu'il y ait une reconnaissance de cette histoire par son fils, finalement, lui a permis de clore aussi. Ça a été quelque chose d'assez familial, même pour mon frère. Il a dit, bon voilà, on passe à autre chose. Maintenant, on a été plus en paix avec ça. Donc je crois que ça nous a fait du bien à tous, mais qu'à l'origine, en fait, c'était un besoin très personnel. Et finalement, qui a été partagé avec plein d'autres personnes. Et j'ai une écriture un peu obsessionnelle, donc j'écris... Enfin, je veux dire obsessionnelle dans la manière dont je le fais. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit finalement assez vite et j'y passe des jours, des nuits. Je m'arrête de travailler pour écrire, etc. Parce que c'est comme un flow qui vous prend et qui vous pousse à écrire. Et c'est aussi, du coup, une image arrêtée d'un état de pensée à un moment. Ce qui fait qu'un an après, là, il a été publié il y a un an, quand je le relis, parfois je retrouve un état de pensée que j'avais, mais qui n'est plus le mien. C'est un peu bizarre du coup de se relire après coup. Mais c'est toujours aussi intéressant, et peut-être que dans 5 ans, je serai un peu gêné en le lisant. Oui, c'est cet état où vous lisez un truc, vous dites « Ah, ça me gêne ». Peut-être que je ressentirai ça, je sais pas, mais voilà. Je pense qu'en fait, ce que je voulais dire, maintenant que j'y pense, c'est que ma vocation, elle est littéraire. Et que j'insiste sur le terme de vocation littéraire, c'est que moi, il y a 3 choses qui sont liées. La lecture, la transmission et l'écriture. Et quand je ne peux pas écrire, j'ai toujours de la joie parce que je peux enseigner. Quand je ne peux pas enseigner, j'ai toujours de la joie parce que je peux lire. Et donc, c'est lié. Donc, je pense que tant que j'aurai la lecture et tant que j'aurai l'enseignement, l'écriture ne me manquera pas, mais je pense que j'aurai toujours besoin d'écrire. Voilà. Et nous allons passer maintenant aux questions du public, si vous en avez dans la salle. On va vous apporter un micro. Moi, je voudrais poser une question, puisque vous venez de nous parler combien la famille, on n'y échappe pas, combien la famille... Or, quand on est amené à accompagner des enfants qui sont confiés, par exemple, à l'aide à l'enfance, parce qu'il y a eu un milieu parental, disons, déficient, il se pose parfois la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut vraiment couper les liens avec cette famille-là? Et au contraire, essayer, c'est des fois difficile parce que dans certains cas, on peut quand même parler de milieux, disons, toxiques. Et par contre, on est aussi des fois abasourdi par le fait que ces enfants-là qui souffrent et qui ont souffert beaucoup, ils veulent quand même maintenir les liens. Et on est des fois un peu perplexe devant l'attitude à avoir. Voilà. Est-ce que... ouais.
je sais pas s'il y a de bonnes manières de faire, mais moi, je suis toujours impressionné par les personnes qui sont capables j'ai des amis comme ça qui sont adoptés, par exemple, et qui n'ont pas du tout le désir d'aller voir ou d'aller savoir pourquoi ils ont été adoptés, etc. Je pense en fait c'est très propre à chacun, au tempérament de chacun. Il y a des personnes qui ont besoin de comprendre tout sur leur propre histoire et sur ce qui était plutôt mon cas. Il y a des personnes qui arrivent à... Et je trouve que c'est absolument remarquable d'avancer sans trop se retourner et sans s'apesantir sur des choses qui sont faites dans le passé. Et voilà. Je crois que, en tout cas, de ce que je peux voir, il y a quand même un moment, quand on ferme la porte complètement, ça revient quelque part. C'est ce besoin de comprendre la famille, de comprendre des actes. J'ai du mal à penser, mais c'est peut-être seulement de là où je me trouve, qu'on peut s'extraire complètement de ce qu'ont fait nos parents, de ce qu'on fait du contexte dans lequel on est né, du contexte dans lequel on a grandi, et après, soit de pouvoir faire une famille, d'avoir des enfants, si on a le souhait d'avoir des enfants, ou en tout cas d'être en couple, etc., et tout en étant apaisé, parce que, en fait, je trouve que quand on a un enfant, quand on crée une famille, on se pose la question de la reproduction du schéma familial, et c'est à ce moment-là surtout que cette question se pose, et qu'il est important peut-être de se l'être posé avant, et d'avoir fait la paix un peu avec tout ça. D'autres questions, peut-être ? Vous parlez de thèmes très forts, vous parlez inceste, père autoritaire, voire peut-être violent, et en tout cas misogyne, et un père qui abandonne. Mais je ne vous ai pas entendu parler de colère. Quelle est la place de la colère dans ces romans ? Moi, la colère, elle se voit dans l'écriture. Le personnage est en perpétuel mouvement et il ne cesse de partir, il ne cesse de fuir, de partir. La phrase est très rapide. Et donc, j'ai même pas besoin d'utiliser le mot colère. Ça se voit qu'Annabella est en colère. Mais on ne sait pas si elle est en colère parce que son père est mort ou si elle est en colère contre elle-même parce qu'elle a abandonné son père. C'est un livre sur la culpabilité. Parce que quand on apprend qu'elle n'a pas parlé à son père depuis 2 ans, elle se demande si, en fait, il y a une phrase dans le livre où elle dit, alors le premier réflexe qu'elle a, c'est qu'elle va à la cathédrale Saint-Jean et elle veut se confesser et elle dit « j'ai tué mon père ». Et donc c'est aussi l'une des énigmes du roman, c'est-à-dire qu'on se demande mais pourquoi pense-t-elle qu'elle a tué son père ? Et en réalité, elle croit qu'elle a tué son père parce que son père s'est sacrifié pour payer ses études. Et donc, se fait sacrifier au point de prendre un contrat, un énième contrat, très mal rémunéré, avec peut-être très peu de protection, qui font qu'il n'y a pas d'assurance pour rapatrier le corps. Et donc, c'est d'abord, dans le cas d'Annabella, c'est une colère retournée contre elle-même, une colère contre son égoïsme. Elle se rend compte en fait qu'elle vivait, parce que l'autre thème, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, mais l'autre thème c'est la littérature. Elle veut devenir écrivain. Or Annabella est un écrivain qui vit dans l'orgueil romantique de la littérature. Et cet orgueil romantique, c'est un écrivain, c'est un individu qui vit seul, isolé du monde, coupé de sa famille, et notamment il y a toute une réflexion où elle a presque du mépris pour son père et du mépris pour les membres de sa famille, qui sont des ouvriers, qui sont des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne peuvent pas avoir de grandes réflexions sur la littérature. Et elle croit qu'elle est un peu au-dessus d'eux. Et donc, que peut-être aussi ils ne sont pas dignes d'elle. Et à la fin, il y a cette culpabilité-là, d'avoir méprisé peut-être d'où on vient. Et donc la colère est présente, mais en même temps, je pense qu'elle ne peut pas être un moteur de l'existence, au sens où elle nous empoisonne. Et moi, la colère a failli m'empoisonner, je sais de quoi je parle, parce que je me suis retrouvée à l'hôpital pour ça. Mais
Donc je pense que pour continuer à vivre, il faut quand même se consoler. Et je tiens beaucoup à ce terme de consolation. Les premiers textes de consolation, ce sont des textes antiques, notamment Sénèque, les lettres à Marcia, à la mort de sa fille. Même Platon a parlé de la consolation et il dit que la consolation passe d'abord par la parole. Quand on est endeuillé, quand on a d'abord ce premier... Alors, bien sûr que tous les deuils sont différents, mais il y a quand même ce réflexe du retranchement, du repli sur soi. Et le fait de poser des mots sur sa douleur et de la partager, de dire à ses proches, voilà, je souffre à cause de ça, je me sens coupable à cause de ça, c'est une démarche vers la consolation. Et moi, je crois beaucoup en la consolation, je crois beaucoup en la joie. Je crois qu'il ne faut pas rester en colère malgré les parents qu'on a eus. Et je pense que dans le fond, peut-être qu'eux-mêmes souffraient énormément et qu'ils ont hérité de traumatismes et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, en fait. Ça se trouve, nos enfants auront beaucoup de choses à dire sur nous. Donc voilà, je ne vais pas commencer à faire le procès de mes parents alors que peut-être que je serais une mère épouvantable. Alors, je suis entièrement d'accord, clairement, parce que pour moi, écrire un livre n'est pas un procès, en effet. Je ne pense pas avoir écrit un été chez Judas pour faire le procès de ma famille. Néanmoins, je suis totalement déchirée entre la colère et le balèque. Et j'aimerais tellement me réveiller le matin et me dire en fait j'en ai rien à faire et ça me touche pas, ou j'arrive à leur pardonner, à aller sur ce terrain-là. Mais la plupart du temps, en fait, il y a toujours cette colère sous-jacente qui fait trembler tout ça. Qui, je pense, amène forcément à des, voilà, en effet, soit des problèmes de santé, soit on s'est rendu compte que je faisais de la bradycardie, donc ça veut dire que mon cœur bat à 40 pulsions et que parfois il est en arythmie et je passe à 120 en 2 secondes. Sans même en fait rien faire, quoi, juste en lisant par exemple. Et ça, je pense que c'est certainement c'est venu à cause de mon enfance, à cause de ce que j'ai vécu. Et que certainement cette colère est générée aussi par ces problèmes-là. Donc après, quand on est au courant de tout ça, la colère, on arrive aussi un peu à la mettre de côté ou à se dire « Ah, en fait, je suis en colère, mais en fait, c'est peut-être juste mon cœur. » Mais la colère me permet aussi, c'est pour ça que je dis que je suis déchirée entre les deux, elle est pour moi, elle me pousse à produire, elle m'entortille le cerveau et elle me demande de sortir tout ça. Donc je suis pas sûre je pense garder la colère pendant encore une paire d'années et peut-être plus tard, on verra, je serai dans un balèque total. Merci. Je pense qu'on va devoir conclure. Merci à vous tous les trois pour ces beaux échanges. On va pouvoir vous retrouver directement en dédicace, directement au niveau du hall central. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon festival et une bonne lecture.